Marseille, 860 000 habitants. Capitale européenne de la culture en 2013, la cité phocéenne est réputée pour sa douceur de vivre. Les merveilles de la deuxième ville de France attirent chaque année plus de 4 millions de visiteurs. Et pourtant, Marseille est aussi réputée être l'une des villes les plus sulfureuses et dangereuses de France. 24 tués par balle l'an dernier dans le seul département des Bouches-du-Rhône. Un record. À Marseille, les délinquants tentent d'étendre leur emprise. Ils gagnent du terrain dans le centre-ville et s'enracinent dans les quartiers nord. Au point qu'il est souvent très difficile pour la police d'intervenir dans certaines zones. Pour faire face à cette situation, 3 nouvelles unités de police ont spécialement été créées. Dans le centre de Marseille, c'est le tout nouveau GVP, groupe de voie publique, dit policiers en civil, qui ne se contentent pas de traquer les flagrants délits. Ils mènent également les enquêtes, de quoi lutter efficacement contre les trafics en tout genre et les vols avec violence. Les 2 fléaux du vieux Marseille. Le centre de la ville est aussi le terrain de chasse de la brigade VTT. Grâce à leur vélo, ils peuvent intervenir très rapidement. Dans leur viseur, les agressions et les vols à main armée. Bouge pas, bouge pas. Qui sévissent dans les petites rues près de la Canebière. Dans les quartiers nord gangrénés par le trafic de stupéfiants, c'est la BST, brigade spécialisée de terrain, qui a été créée. Ça remonte sous la pharmacie. Ils ont pour mission de reconquérir les cités les plus sensibles. Leur méthode, harcèlement permanent des délinquants et opération coup de poing. Ici, descends ici. Malgré les agressions quotidiennes, Ça redescend. ces 200 nouveaux policiers ont déclaré la guerre aux délinquants qui pourrissent la vie des Marseillais. Vas-y, ralentis. Donne-moi l'MP7. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé les missions à haut risque de ces nouvelles unités chargées de rétablir l'ordre à Marseille. « 7 heures, dans le centre-ville. Depuis quelques mois, il y a du changement dans le paysage du centre. Une nouvelle brigade VTT. Grâce à leur vélo, les policiers peuvent intervenir en quelques instants dans les petites rues de Marseille. Vincent dirige cette unité depuis près d'1 mois. La brigade VTT, c'est spécialement créée pour la lutte, pour les vols violences, les vols à main armée, les atteintes aux biens et aux personnes, ce qui fait bien la problématique marseillaise. Le centre-ville devient de plus en plus piéton, on a besoin d'une réactivité, d'une réponse policière très rapide et efficace. Vincent garde toujours la tête froide, mais il reste à l'affût de la moindre situation suspecte. Avec leur VTT, lui et ses hommes sont très réactifs, à l'affût des flagrants délits, mais aussi des alertes radio. On y va? Là, on a reçu un appel important qui nous signale 2 individus suspects dans une bijouterie sur la rue Paradis. La bijouterie se situe à 300 mètres, dans une des rues principales du centre-ville, où les vols à main armée sont nombreux. Allez, vas-y. Escalier, 27. contresens En haut à gauche. ou même trottoir, grâce à leur vélo, les policiers gagnent un temps précieux. C'est à droite. En seulement 2 minutes, La porte s'ouvre. Vincent arrive devant la bijouterie, mais plus aucune trace des suspects. Je vais aller voir ce qui se passe. Des policiers de la BAC en civil sont aussi sur place. C'est parti? De même? Ouais, ils sont partis. S'ils ont vu du bleu. L'arrivée des policiers et la bonne réaction du commerçant ont permis cette fois d'éviter le pire. Le bijoutier a sonné l'alerte, ils ont senti quelque chose, ce qu'expliquent les équipages en civil, et ils ont pris la fuite. C'est tant mieux qu'il ne se soit rien passé, mais ça démontre que cet après-midi, il y a eu 2 individus qui auraient pu commettre peut-être un vol à main armée dans le secteur. Donc pour nous, c'est gagnant, parce que le commerçant aussi se sent rassuré, parce qu'il a vu débarquer dans un laps de temps très court des forces de police. Puis aussi, ça démontre à tous les autres commerçants qu'il y a un très bon maillage policier sur le secteur. Et si ce secteur du centre-ville est aussi surveillé, c'est parce que cette rue, la rue Paradis, est une de celles les plus touchées par les braquages. Alors les commerçants ont opté pour un système radical. Presque tous les magasins sont équipés de sas de sécurité. Il y a vraiment une psychose du vol à main armée dans la rue Paradis, à quelques mètres du Vieux-Port.
où on peut voir effectivement que bon nombre de boutiques, pourtant des boutiques basiques, on peut voir un opticien derrière, qui mettent des sas de sécurité pour se protéger. C'est typique à Marseille comme que des boutiques de vêtements, qu'un opticien ou même une boutique alimentaire se protège de la sorte. On ne le voit pas dans d'autres villes de France. On peut voir dans ce magasin de vêtements aussi, il y a marqué sonné, alors que c'est fluo, auquel cas le client ne s'en rendrait pas compte. Le système s'est généralisé dans le centre-ville. Pourtant, le sujet est tabou. Un seul commerçant, par l'intermédiaire de son agent de sécurité, a accepté de nous montrer son dispositif. Il ne s'agit pas d'une simple sonnette. Dans cette rue, les boutiques lambda sont aussi sécurisées que les banques. Oui, ça c'est la première sonnette. Vous voyez, ça déverrouille la porte. Et les clients sont en capacité de rentrer dans la boutique. Ensuite, il faut fermer la première porte et sonner à la deuxième pour qu'on puisse rentrer dans la boutique. C'est simplement dans un but de sécurité et par rapport au contexte qu'il y a actuellement. La présence de la brigade VTT rassure les commerçants, mais sa mission première reste d'arrêter les délinquants. Et Vincent et ses collègues espèrent toujours mettre la main sur les 2 suspects qui se sont échappés après avoir tenté de braquer la bijouterie. Mais là, on va repartir en patrouille. On va essayer de retrouver les mises en cause qui ont fait une tentative de vol à main armée dans la bijouterie. Les policiers ont une description sommaire des suspects. Quelques centaines de mètres plus loin, 2 individus à scooter attirent leur attention. Allez, levez le casque. Les 2 jeunes sont contrôlés. Ils viennent de prendre une rue en sens interdit. Tout semble se passer calmement, quand soudain une arme est découverte cachée sur l'un d'entre eux. Bouge pas. Mets-le dans le coin. Tu peux aller le palper le deuxième? Tourne-toi contre le mur, contre la porte. Ils étaient tous les 2, ils sortaient de l'immeuble. On les a croisés, donc on va les ramener. D'autant plus que l'arme, comme on peut le voir, il y a le marteau qui est à l'armée. Donc il est prêt à être utilisé. Donc on va voir un petit peu ce que les cartouches tirent. Donc vous voyez, le deuxième individu est également porteur d'une bombe lacrymogène. La tension monte d'un cran. Pour Vincent, le port de l'arme et la bombe lacrymogène laissent peu de doute sur les intentions des suspects. La plupart des infractions, c'est des poings américains ou des couteaux. C'est pas fréquent de contrôler l'individu qui soit porteur d'une arme de poing. Ça laisse vraiment présager d'un possible vol à main armée. On va les conduire au poste de police de Noailles, où ils vont être entendus par les officiers de police judiciaire pour savoir dans quel but ils ont une arme sur eux, qu'est-ce qu'ils comptaient faire avec et où est-ce qu'ils se sont procurés. Les 2 individus sont ramenés au commissariat pour être interrogés, afin de savoir s'ils sont impliqués dans la tentative de braquage de la bijouterie. Assis-toi. Si, vous allez vous asseoir. On va vous attacher au banc, monsieur. Vous asseyez. Si, monsieur, asseyez-vous. Mais un des jeunes se montre de plus en plus virulent. Viens là. Monsieur. Allez, viens. Vincent et ses collègues sont obligés de faire usage de la force pour maîtriser l'individu. Fais gaffe. C'est une catégorie de personnes assez agressives et virulentes. Bon, on est resté pro, notre but c'est de ne pas s'énerver, de ne pas répondre à la provocation. Je pense à ma vie qu'on a empêché un probable vol à main armée. Je pense qu'il devait monter au braco. Je pense, Des affaires comme celle-ci sont presque quotidiennes à Marseille. Dans le centre-ville, la chasse aux délinquants ne prend jamais de vacances. En plein cœur de la cité phocéenne, le commissariat central. Patrick, 42 ans, est le chef du GVP, le groupe de voie publique. Calculateur et méthodique, il analyse toujours sa cible avant de la neutraliser. Des qualités qui lui ont permis d'être nommé à la tête du GVP. Composée d'une dizaine de policiers en civil, cette toute nouvelle unité a été créée il y a quelques mois dans un but précis, lutter contre une délinquance qui essaye de s'enraciner dans le centre de Marseille. Contrôle de l'arme. Contrairement aux autres unités, ces policiers mènent leurs opérations du début à la fin pour une efficacité maximum. Enquête, filature, planque et interpellation.
Ils s'entraînent quotidiennement. À Marseille, la situation peut très vite dégénérer. Il faut qu'on garde contact avec les armes, parce qu'on peut avoir besoin de faire usage malheureusement sur la voie publique. Et des situations qui sont à la base calmes peuvent nous amener en quelques minutes à basculer dans la violence la plus extrême. À quelques mètres du commissariat, la célèbre Canebière. Patrick nous fait visiter le centre-ville. La délinquance à Marseille ne se situe pas seulement dans les quartiers nord. Là, c'est vraiment le cœur de Marseille. Hein. C'est un endroit où se concentrent un peu tous les marchés, hein, que ce soit les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Et il s'est greffé ce marché de contrebande, ce marché illégal, que ce soit le trafic de cigarettes. On peut également acheter des bijoux volés, on peut acheter des téléphones, on peut acheter des vêtements. C'est un lieu propice un peu à tous les excès et à toutes les marchandises de contrebande. Dans le centre de Marseille, à chaque quartier correspond un type de délinquance. À quelques pas de la Canebière se trouve le QG des trafiquants et consommateurs de drogue du centre-ville. Ici, Patrick connaît tout le monde, c'est son territoire. Donc là, on est dans le quartier du Cours Julien. C'est un quartier qui brasse pas mal de produits stupéfiants, que ce soit Qu'est-ce qu'il y a comme cachet ici? Moi, je sais pas ce qu'il y a ici. Moi, tu vas me dire qu'il n'y a pas de trafic ici. Et la misère, c'est un fonds de commerce pour la société. Nous, on est victimes de tout ça aussi. Ça fait survivre des gens, c'est tout. Le Vieux-Port n'est pas non plus épargné par la délinquance. Ici, c'est un endroit assez fréquenté par les touristes, par les gens les badauds, et qui font pas très attention. Regarde, on peut voir cette dame là avec son collier en or. Voilà, elle se balade avec son collier en or. Ça, c'est une victime potentielle, hein. Elle prend aucune précaution. Tous les jours en patrouille dans le centre-ville, Patrick met régulièrement en garde les habitants. Bonjour madame, c'est la police. Ce que je vous conseille, c'est de cacher votre collier en or, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de vols à l'arraché. Et bon, c'est vrai que pour être victime d'un vol à l'arraché, il vaudrait mieux le cacher. Hein? D'accord? Je le retire. Merci. Si Patrick prend autant de précautions, c'est aussi parce que pour lui, Marseille est une ville bien à part. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a un temps idéal pour les voleurs. Les personnes sont très peu vêtues, hein, donc les bijoux apparents. C'est également une ville les plus pauvres de France où il y a plus de délinquance qu'ailleurs. Tout ceci favorise le nombre de vols à l'arraché qu'il y a quotidiennement et c'est assez récurrent sur Marseille. C'est pour nous de la délinquance sur laquelle il faut enquêter en priorité. Les vols à l'arraché dans le centre-ville se multiplient. Sacs à main, appareils photo, mais surtout bijoux en or sont la cible des délinquants. Alors depuis quelques mois, les autorités marseillaises contre-attaquent. Elles ont mis en place un système de vidéosurveillance dernier cri. Plusieurs centaines de caméras qui quadrillent les quartiers du centre-ville pour identifier les agresseurs en flagrant délit. Ici, une jeune femme se fait violemment arracher son collier. Là, à proximité de la gare, le voleur arrache un sac à main dans une voiture, puis repart sur un scooter, non sans prendre le temps de saluer sa victime. Ces vidéos sont ensuite transmises au GVP pour qu'il arrête les auteurs de ces vols violents. Patrick vient justement de recevoir une nouvelle affaire qui a eu lieu la veille. D'accord. Sur la Canebière, c'est passé. Ça se passe par ici, là? Voilà, tout à fait là. Ça va se passer juste là. Sur l'enregistrement, un passant se fait agresser en plein centre-ville, sur la Canebière, par un jeune homme. La victime se débat tant bien que mal, mais son agresseur parvient à lui arracher son collier en or. Là, hop là. Elle est au milieu, là. On va faire un zoom. Quelques instants plus tard, sur une seconde caméra de surveillance, l'agresseur montre son butin à deux complices. Ça nous choque toujours, mais on a l'habitude parce que c'est quotidien, il y en a plusieurs dizaines par jour. Malheureusement pour Patrick, les délinquants ne sont pas reconnaissables sur ces images. Mais une troisième vidéo va trahir les agresseurs. À la tombée de la nuit, ils sévissent à nouveau dans le centre-ville et attaquent violemment un passant. L'homme est projeté au sol, puis roué de coups. Les agresseurs lui dérobent son téléphone portable et continuent de le frapper. Mais cette fois, l'image est exploitable et les policiers du GVP identifient les individus
Ils sont déjà connus des services de police. C'est des récidivistes donc qui sont déjà connus pour des vols avec violence, des vols par effraction, qui vont zoner toute la nuit par exemple, qui vont pas rentrer chez eux et puis ils vont guetter la première victime qui va se présenter. Et des fois ça peut être une rixe et des fois malheureusement c'est plus grave que ça. L'homme qui s'est fait arracher sa chaîne en or sur la Canebière a porté plainte. Patrick lui demande de repasser au commissariat. Il espère qu'il pourra confirmer l'identité des agresseurs. Donc monsieur, comme je vous ai dit, on a fait des investigations sur cette affaire. On a réussi à identifier les deux personnes qui ont été auteurs de l'arraché de votre collier. C'était un collier en or, c'est ça? Oui. Ouais. C'est un chien qui avait de la valeur et surtout la valeur sentimentale, puisque c'est ma mère qui me l'a offert en fait, il y a 25 ans en arrière. Alors, est-ce que vous reconnaissez votre agresseur là? Oui. Ah, dites-moi, montrez-moi le numéro là. Le 8. Le 8. Alors, le complice, on l'aurait peut-être identifié également. Et vous me dites si vous arrivez à le reconnaître. Oui, numéro 1. Je vous rassure, les deux qu'on a identifiés, c'est également les deux personnes que vous venez de désigner. OK? L'intuition de Patrick était bonne. La victime a pu identifier les voleurs. Patrick connaît leur adresse. Il veut agir aussi vite que possible avant que les jeunes délinquants ne fassent d'autres victimes. Soit il y a un petit trou, c'est blanc. 6 h du matin, heure légale pour les interpellations. Les policiers du GVP, le groupe de voie publique, sont tous présents. Patrick donne ses dernières consignes. Toi, tu vas gérer l'interpellation de Alex. Et moi, je vais gérer celle de Admat, d'accord? Donc, toutes les mesures de sécurité possibles, gilet pare-balles et on fait attention, d'accord? D'accord, ça marche. 2 équipes du GVP se partagent la tâche, avec chacune un objectif. Patrick lui se rend au domicile de l'arracheur de collier présumé, qui vit dans un quartier proche du centre. Allez, ouvrez. C'est le suspect en personne qui ouvre la porte aux policiers. Il est chez moi comme ça, voilà. C'est pas content, c'est pareil. OK? Tu vas fermer ta bouche maintenant. Le jeune homme est immédiatement menotté pour éviter toute tentative de fuite. 6h55, d'accord? Tu es passé en garde à vue. On a mis votre fils en garde à vue. Pourquoi? Pour des vols avec violence, d'accord? Allez, après tu vas t'habiller. Donc pour nous, c'est une opération bien menée. Là, on va faire la perquisition, on va voir ce que ça donne. Pour avoir un dossier d'enquête le plus consistant possible, les policiers veulent retrouver les objets dérobés lors de l'agression. Il n'y a rien, d'accord. Bon, on va vérifier. On a retrouvé la veste? Non, rien encore. Les hommes du GVP cherchent aussi les vêtements portés par le délinquant lors des vols pour démontrer son implication dans l'agression. Tu vois pas laquelle c'est la veste? Mais si, tu vois laquelle c'est. Rien qu'à ta tête, je vois que tu as compris laquelle c'était la veste. Tu as une veste noire où il y a un petit liseré blanc de chaque côté sur l'épaule. Tu vois là? Tu passes là. Voilà, donc on veut cette veste. Oui, mais c'est ça. Elle vous dit rien cette veste? J'ai pas vu, monsieur, je vous dis la vérité, cette Pourtant, cette veste, madame, il la porte tous les jours depuis quelques jours. La mère affirme n'être au courant de rien, mais Patrick et ses hommes ne se découragent pas et poursuivent leurs investigations. Et c'est caché sous une pile de vêtements que Patrick trouve enfin ce qu'il cherchait. Ben voilà, en cherchant bien. C'est la veste que tu avais toi? Ouais, alors on a la veste. C'est même pas sa veste. C'est pas sa veste. Pas ma veste, moi, c'est ça. D'accord. Je l'ai pas du tout. Je l'ai sorti tout, cette Elle est veste. à qui? C'est pas toi. C'est nous qui l'avons amenée. Et si je l'ai amené? Je l'avais dans mon caleçon, je l'ai sorti. Elle ne m'en a pas, cette veste. Tu veux m'en celui-là? Et ce n'est pas fini. Les policiers mettent la main sur des objets probablement issus de vols, mais aussi sur une photo étonnante. On va prendre ça aussi. Comble du cynisme, l'agresseur et son complice se sont photographiés façon hors-la-loi, du Far West. Il va sortir, on le mettra le pull. L'interpellation s'est bien déroulée, mais chez le second suspect, l'autre groupe du GVP rencontre des difficultés. Anthony part leur prêter main forte. L'individu, sentant qu'il va se faire interpeller, refuserait d'ouvrir, donc ils sont devant la porte. On va aller voir si on peut les aider. Des bruits de pas auraient été entendus derrière la porte, mais personne n'ouvre. Un serrurier a été réquisitionné. En quelques minutes, il fait sauter le verrou. Police, tu nous entends pas taper depuis tout à l'heure? Tu es tout seul? C'est pas bon. C'est un petit frère.
Les hommes du GVP tombent nez à nez avec le petit frère de l'homme recherché. Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte depuis tout à l'heure? Mais aucune trace de l'individu recherché. Et encore une fois, la famille du délinquant ne donne aucune information aux policiers. Je suis sa femme, je suis qui? Je suis sa mère. Je suis son petit frère, moi. Et alors, Mais tu le vois pas rentrer? Je le vois pas. Un suspect sur deux. Des objets volés retrouvés. La mission est globalement réussie. Pour verrouiller son dossier, Patrick veut que la victime identifie formellement ses agresseurs. Mais de retour au commissariat central, grosse surprise pour le GVP. Le deuxième voleur présumé, se sachant recherché, a préféré lui-même se livrer aux policiers, Ah ben voilà. plutôt que de se lancer dans une improbable cavale. Tu as pris la bonne décision. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc tu es passé en garde à vue pour des faits de vol avec violence. Le délinquant semble en position de faiblesse. Patrick veut obtenir des aveux. Il lui montre la vidéo de la dernière agression. Voilà, donc une gauche. Je sais pas si c'est moi. Mais l'individu ne lâche rien. Il refuse de reconnaître son implication dans le vol. Alors Patrick passe tout de suite à l'interrogatoire du deuxième suspect, qui est accompagné d'un avocat commis d'office. On est parti? Face aux images, Allez. lui non plus ne se démonte pas. Hop là. Allez, mets derrière le cou. Il n'y a pas de vol, c'est impossible. Tu fais de la salsa? Même pas. D'accord. Chef, sur ma mère que vous avez, c'est même pas moi. D'accord. Regardez si je prends une chaîne là. D'accord. Regardez. Vous D'accord. zoomez, faites ce que vous voulez. Moi, je sais que vous allez. Heureusement, moi, il fait peur. Moi, il dit c'est moi. Je dis. Ah ouais. Heureusement. Ah. On est bien là. On est bien. Le procureur va rigoler comme nous. Y a pas de- Le jeune homme continue de nier, mais face aux images accablantes, et pour espérer un jugement plus clément, son avocat va tenter de le raisonner. Vous voyez bien, je suis l'avocat. Moi, je vois bien que vous le touchez. Ouais, je veux y avec, mais je l'ai pas pris. Si le monsieur entre vous et lui, à votre avis, on va croire qui? Mais vous voyez, je On croit qui entre vous et lui? Réfléchissez 2 minutes. Je vous demande de réfléchir, monsieur. Dans votre intérêt. On croit qui? Ils vont parler. Acculé, le voleur présumé semble retrouver la mémoire. Chef, moi, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait vol de collier. Après, le monsieur, c'est vrai que ça me rappelle un petit truc. Ça disait, ouais, ça. Le suspect n'avoue qu'à moitié. Alors Patrick passe à la phase finale de la garde à vue. Il demande à la victime d'identifier formellement ses agresseurs. Venez. Un tapissage dans le jargon policier. Un peu improvisé avec les moyens du bord, mais réglementaire. Ah bah c'est un peu. Les deux jeunes interpellés sont placés parmi d'autres individus. La victime reste à l'abri des regards. Tu lui demandes les deux. 2 et 4. L'homme identifie immédiatement ses agresseurs. Celui qui s'est fait dépouiller il y a quelques heures est soulagé, mais encore choqué. Une agression, c'est dur psychologiquement, parce que j'ai passé 3 nuits sans dormir. Parce que dès que je ferme les yeux, je vois l'image. J'aimerais savoir le verdict, oui. Au revoir. C'est un dossier pour lequel on a beaucoup de preuves. Donc même si ils ne reconnaissent pas les faits, c'est pas un souci pour nous. Devant le procureur, tout a été filmé, on a des photos, la victime les reconnaît formellement. Donc je ne m'inquiète pas trop de l'issue de ce dossier. Les deux voleurs sont conduits au tribunal correctionnel de Marseille quelques heures plus tard pour être jugés en comparution immédiate. Ils écoperont de 24 et 18 mois de prison ferme pour vol et violence en réunion. Depuis la création du GVP, les vols de colliers dans le centre ont baissé de 50%. Ces délinquants qui vivent dans le centre-ville et écument le cœur de la cité phocéenne ne sont pas les seuls à Marseille. Certains d'entre eux viennent d'autres quartiers plus excentrés et gangrénés par l'économie souterraine. Loin du centre, le 15e arrondissement, dans le nord de Marseille. Cette zone compte plusieurs dizaines de cités, certaines réputées pour leur dangerosité et une délinquance galopante. Trafic de drogue, vol à main armée, recel ou règlement de compte. Ici, certains jeunes défient ouvertement les policiers et n'hésitent pas à les agresser. Serre-le. Pour reconquérir ces territoires, le préfet Jean-Paul Bonnetin a mis en place une nouvelle unité de choc, la BST, Brigade spécialisée de terrain. Le terrain, c'est nous qui sommes là, hein, voilà. Et c'est pas à eux de faire régner leur ordre, c'est à nous d'imposer l'ordre républicain. Voilà.
La BST est le fer de lance de cette nouvelle stratégie. Ça redescend! Ça redescend! Harceler sans relâche les délinquants au cœur des cités par des opérations coup de poing quotidiennes. Les missions sont souvent périlleuses, caillassage, projectiles jetés du haut des immeubles. Pour les hommes de la BST, c'est une guerre permanente contre la délinquance. Marseille, 15e arrondissement. Nous sommes au QG de la BST. Une quarantaine de policiers triés sur le volet a spécialement été formé aux interventions dans les cités sensibles. Kevin, Julien et Olivier font équipe depuis 3 mois. Allez, go. Il y a quelques mois, Kevin travaillait encore en région parisienne. Fonceur, téméraire et toujours au cœur de l'action, il a dû s'adapter aux spécificités marseillaises. La différence avec Paris, c'est que les cités elles étaient plutôt placées à l'extérieur de Paris, pas à l'intérieur. À Marseille, les cités sont dans la ville. Le sport national à Marseille, c'est le trafic de drogue, un peu de trafic d'armes, vol de véhicules. Le premier ennemi pour les policiers, c'est le trafic de drogue, qui touche une bonne partie des cités des quartiers nord. Kevin veut nous montrer une des zones les plus touchées, mais les policiers sont très vite repérés. Quel accueil chaleureux! Le trafic de stupéfiants rapporte chaque année plusieurs millions d'euros aux délinquants. Mais quand la police patrouille, les clients prennent peur et ce business illégal est mis à mal. Alors les trafiquants s'organisent. Après quelques minutes de patrouille, plusieurs jeunes de la cité entourent la voiture de Kevin avec leur scooter. Ils sont ici comme dans leur jardin, et d'ailleurs, aucun ne porte un casque. Quand on rentre, les scooters ils nous suivent pour savoir ce qu'on fait, où on va, nous mettre un peu, je pense, la pression. Et ils ont besoin de savoir pour organiser à l'intérieur, si jamais il y a des gens qui sont en train d'acheter du stup ou quoi, ils mettent le système en pause le temps de notre présence. Et lorsque Kevin et ses collègues s'approchent d'un hall d'immeuble qui sert de point de vente de les pitbulls sont là pour les dissuader d'entrer. Des chiens dressés pour l'attaque qui servent de bouclier aux trafiquants. Le hall, c'est sûrement un des points stratégiques pour la vente de stupéfiants. Donc c'est une sorte de protection pour eux. La dernière fois qu'on était en face, là, et les chiens, ils ont traversé jusqu'à nous. Dans une cité voisine, les trafiquants vont encore plus loin. Ils ont mis en place un système directement inspiré des grandes enseignes de la restauration rapide. Donc là, on est cité Bassens, à Marseille. Comme on peut le voir, ils ont instauré un McDrive. Donc les gens, ils arrivent ici en voiture. Le charbonneur, il se trouve vers ici. Il se met là. Les gens, ils n'ont même pas besoin de descendre de la voiture. Ils filent le billet, ils prennent leur chichon, ils font le demi-tour et ils s'en vont. Voilà. Le deal moderne. Et de l'autre côté de la cité, Kevin et ses hommes tombent nez à nez avec les clients du dealer. Un vrai supermarché de la drogue avec sa file d'attente. Pas de ce soir, c'est fermé. Là, c'est des clients qui attendaient d'être servis, mais comme on est rentré de l'autre côté, il n'y a pas de vente qui se déroule pendant qu'on est là, donc les clients ils attendent et quand ils nous voient ils ont peur. Et bon, on leur signale quand même que ça serait stupide d'acheter une barrette de devant nous. Mais un véhicule attire l'attention de Kevin. Les occupants de la voiture lui semblent fébriles. Bonjour, vous coupez le contact, vous retirez la clé, vous la posez sur le tableau de bord, je veux voir les mains de tout le monde là. Avec ce que vous avez acheté éventuellement. Kevin a vu juste. Le passager lui donne tout de suite une barrette de et Kevin a l'intuition que le jeune homme cache encore quelque chose. Ah, il y en a encore. Sors tout ce que t'as. Sors. Ouais, mais allez, notre gueule, il va venir avec nous. Plus les minutes passent, et plus la prise des policiers augmente. Il y en a encore dans le calbut. Oh, je t'ai demandé de sortir tout là, tu me prends pour un quoi là. Oh. Il y en a encore? Vous êtes sûr? Ah oui, ça va. Le jeune acheteur continue de mentir. Kevin est persuadé qu'il cache encore de la drogue. Tu vas continuer à te foutre de notre gueule longtemps ou quoi? Mais je l'avais oublié, ça. Ah ouais. Moi aussi, je dans les poches, je l'oublie tous les jours. En tout, Kevin met la main sur une centaine de grammes de cannabis. Ailleurs, il s'agirait d'une prise de choix. Ici, dans les quartiers nord, c'est assez fréquent.
L'opération permet surtout à Kevin de montrer aux trafiquants que la police ne lâchera rien. Le but là, c'est de fragiliser leur système un peu, là, de taper les clients, et au fur et à mesure de récolter des informations. On sait comment eux ils fonctionnent, on sait comment ils se placent, comment ils sont alertés, où ils emmènent les clients pour toucher. Donc nous, en tapant les clients qui plus est là tout de suite devant eux, devant la cité, ça les embête. C'est un gros manque à gagner quand on vient et qu'on les perturbe et qu'on se montre. Arrêter les acheteurs permet aussi aux policiers d'essayer d'obtenir des informations pour remonter jusqu'au dealer. T'es là, tout. Le mec, il avait ça dans quoi, une sacoche? Je sais pas, il avait ça dans une pochette, un gros pochon. Ok. D'accord. Mettez-vous contre la voiture de police, là, en attendant. L'acheteur est placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Grâce à de nombreuses arrestations de ce type, les hommes de la BST ont réussi à identifier un dealer dans une des cités les plus chaudes de Marseille. La Castellane et ses centaines de HLM. Cette cité où a grandi Zinedine Zidane a bien changé. Le trafic de stupéfiants y génère aujourd'hui plus de 50 000 € de bénéfices par jour pour les trafiquants. Une cité tentaculaire, comme le montrent ces images filmées par un hélicoptère de la gendarmerie. On y voit tout le dispositif des trafiquants, et notamment les guetteurs, appelés choufs, postés à l'entrée de la Castellane, prêts à donner l'alerte en cas de descente de police. Ils sont payés une centaine d'euros par jour par les trafiquants. C'est au cœur de la cité, à l'abri des regards, que les dealers vendent leurs marchandises. Ce jour-là, une quinzaine de clients fait la queue pour être servis. Kevin et ses collègues se préparent à intervenir pour tenter d'interpeller un des dealers les plus actifs de la Castellane. Kevin sait que la mission est à haut risque. Gazeuse. Le collègue à l'arrière équipé du flashball. Ok. Grenade lacrymogène. DMP, grenade de désencerclement. On se retrouve souvent dans les cités, souvent encerclés, souvent caillassés. Donc on a des moyens de force pour pouvoir repousser les individus et intervenir en toute sécurité. Kevin a pu repérer la zone où le dealer se poste pour vendre. À quelques centaines de mètres de la cité, dernier briefing avec 10 autres policiers de la BST. L'autre véhicule, il prend Barnier. Si ça part en courant au niveau des escaliers, les voitures elles vont se croiser comme ça. L'objectif est d'interpeller le dealer en flagrant délit. C'est une cité niveau architecture qui est super bien faite pour les dealers. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 rues qui traversent la cité, tous les autres c'est des voies sans issue. Donc très difficile d'accès pour nous, très difficile d'en ressortir. On est 3 véhicules, on va arriver un peu de tous les côtés. Le vendeur de stupéfiants va se retrouver un peu perdu en espérant que ça joue pour nous et qu'on arrive à l'interpeller en le prenant en tenaille. Les 3 voitures partent en direction de la Castellane. Pour que l'opération ait une chance de réussir, les policiers doivent intervenir simultanément. Ils vont tourner. C'est Olivier qui s'occupe de la synchronisation des 3 équipages. Non, ils viennent de tourner. Tu rentres, t'es dedans, c'est bon? Allez, c'est bon. Kevin et son équipe arrivent par l'entrée principale. Ils vont tourner. Oh putain, il a la sacoche! On rentre! Les guetteurs n'ont pas eu le temps de prévenir le dealer, ici en orange. Il était en pleine vente et porte une sacoche, sans doute remplie de stupéfiants. Orange! Kevin et ses collègues se lancent à sa poursuite, en plein cœur de la cité. Ça remonte sous la pharmacie. Alors on le garde. Les trafiquants sont bien organisés. Des complices se mettent en travers de la route pour ralentir les policiers. Mais Kevin arrive à ne pas perdre de vue le fuyard. Ça redescend. Ça redescend. Il a acheté la sacoche. Alors pour faire diversion, le dealer abandonne ses effets personnels, dont sa sacoche. J'ai la sacoche. Il a repris sur la place.
En s'arrêtant pour récupérer le sac du dealer, les policiers ont perdu un temps précieux et cette fois le fuyard a disparu. Kevin décide de fouiller les commerces avoisinants. Pas encore le mec, en tout cas. Voilà. Pas de dealer, mais une bonne récompense pour les policiers. La sacoche semble remplie de drogue. La priorité pour Kevin et ses collègues est maintenant de quitter les lieux sans encombre. Mais les jeunes de la cité commencent à s'attrouper. La situation peut dégénérer à tout instant. La BST 15-16. Les chauffeurs, on redescend sur l'avenue du Pescadou. Des complices du dealer harcèlent les policiers avec leurs scooters jusque devant la cité. Vas-y, reste là. On rentre pas chez eux. Eux, ils viennent pas chez nous. Les renforts arrivent enfin. La zone est sécurisée. Kevin peut jeter un coup d'œil à la sacoche. C'est un scoot, sauf qu'il était mince. On regarde vite fait. Oh. Il y a des saves et tout dedans. Oui, il a un short. Non, il a pas un maillot orange. Il est monté sur la place et on le perd au niveau de la... Et à un moment, je sais pas, je le vois, il court, il a la sacoche, d'un coup, je vois plus la sacoche et il avait jeté. Malgré cette belle prise, Kevin est déçu. Toujours déçu parce qu'on a réussi à prendre une grande quantité de stupéfiants, mais on n'a pas l'individu avec. Donc là, c'est une demi-victoire. C'est au commissariat que Kevin va faire l'inventaire précis de ce que contient la sacoche. Vous pouvez pas sentir, vous. Mais ça sent. Comme l'exige la loi, c'est un officier de police judiciaire qui ouvre la sacoche. Des dizaines de barrettes et 3 savonnettes de plus d'1 kilo de drogue au total. Et ce n'est pas fini. Les policiers découvrent aussi des liasses d'argent liquide, près de 2500 €. Kevin retrouve le sourire. Vous pensez quoi de cette prise? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais bon, c'est toujours ça de retirer de la circulation, même s'ils en ont beaucoup plus pour remplacer. Et pour vous, le dealer a gagné ça en combien de temps? Là, c'est 3-4 heures de travail. En 3-4 heures, ça c'est cool, hein. Avec le passage qu'il y a, l'accès à l'autoroute à côté. Ah ouais, la Castellane, ouais. La Castellane avec sa réputation d'être impénétrable par la police, donc les clients ils s'y dirigent plus facilement là-bas qu'ailleurs. Donc 3-4 heures de boulot, oui. Même s'il s'agit d'un beau résultat, Kevin est bien décidé à ne pas en rester là. On repart sur la Castellane parce que l'individu qui a lâché la sacoche, on l'a très bien identifié et il va être susceptible de traîner dans le coin. La cité, pour eux, c'est un cocon. Ils sont chez eux, comme ils disent, dans leur quartier. Il ne peut rien leur arriver. Ils ont tous les droits, rouler sans casque en scooter, fumer de la drogue. Ils sont chez eux, comme ils disent. Mais nous, on va aller chez eux pour voir si on le retrouve. Kevin et 5 autres policiers de la BST retournent dans la Castellane. Cette fois-ci, les jeunes, sans doute des guetteurs, ne prennent pas la fuite. Le dealer n'est peut-être pas encore arrivé. Les mains dessus, vous laissez les mains sur le fourgon. Pareil. Kevin décide de contrôler l'identité des individus. L'ambiance devient électrique. Mais les policiers doivent garder le contrôle de la situation. Parle bien, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Soit tu fais le mariole, soit tu te casses, d'accord? Kevin et ses collègues repoussent les jeunes dans la cité pour terminer le contrôle en sécurité. Mais dès la fin du contrôle, les policiers sont pris à partie. Ils essuient des jets de projectiles. Capuche noire, lunettes noires. Lui, il vient de jeter, là, derrière la camionnette. Jets de pierres, de bouteilles, la situation dégénère. Allez, on recule. Les hommes de la BST doivent battre en retraite. Il faut le tour. Il faut le tour, on sort à gauche. Mais le danger est désormais des deux côtés du Porsche. D'autres jeunes ont contourné le bâtiment pour encercler et caillasser Kevin et ses collègues. Ça tombe sur les bagnoles. Pris au piège, Kevin jette une grenade lacrymogène pour faire écran et éviter d'être pris en tenaille. Là, on bouge. Allez, monte. Les hommes de la BST doivent évacuer la cité au plus vite, à pied, pour protéger les véhicules. Vas-y, ralentis, ralentis, ralentis. Donne-moi l'MP7. Donne-moi l'MP7. Il y a une trace de la BST 15-7 Chevalier, on est sous le tir à la casse.
Les projectiles pleuvent sur les policiers. Ils sont obligés d'utiliser à nouveau les grenades anti-encerclement pour faire fuir leurs agresseurs. Ce qui ailleurs ne serait qu'une banale opération de police se transforme ici en opération quasi militaire. Les 6 policiers de la BST parviennent à s'extirper de la cité. Allez. Rétroviseurs cassés, vitres et feux brisés, les dommages ne sont que matériels, mais les policiers ont frôlé le pire. L'élan de violence s'explique simplement par le fait qu'on est rentré tout à l'heure. On leur a pris une grosse quantité de stupéfiants avec une bonne somme d'argent. Là, ils ont été blessés dans leur amour-propre et ils veulent bloquer notre action. Ils se disent quand ils rentrent, on les canarde et ça, ils pensent que ça va nous empêcher d'y retourner. Mais pas du tout. On va y retourner avec plus de sécurité, mais on va y re-rentrer. Là, on a utilisé tout le matériel administratif qui était mis à notre disposition, le flashball, les MP7, les grenades de désencerclement. Là, si on n'a pas ça, je pense qu'on ne sort pas de la cité. Aujourd'hui, Kevin et ses hommes n'ont pas réussi à retrouver le dealer. Mais les policiers ont lancé un signal fort aux trafiquants de stupéfiants. Et dans quelques jours, ils ont prévu une autre opération coup de poing. Le trafic de drogue touche essentiellement les quartiers nord. Mais désormais, pour trouver de nouveaux clients, certains dealers tentent carrément de s'implanter en plein cœur de Marseille. Retour dans le centre-ville de la cité phocéenne. C'est le début d'après-midi. À cette heure de la journée, le cœur de la ville semble paisible. Mais à quelques centaines de mètres, au commissariat central, l'atmosphère est bien différente. Patrick, le chef du GVP, le groupe de voie publique, a un trafiquant de cannabis dans son viseur depuis plusieurs semaines. Bon, ok, aujourd'hui, opération de trafic de stupes, Walpugier. C'est une des spécificités du GVP. Pour mettre durablement les délinquants du centre-ville hors d'état de nuire, cette nouvelle unité mène ses propres enquêtes du début à la fin. On compte sur Caro pour également relever les autres acheteurs qu'on ne pourra pas interpeller. Annoncer quoi comme sortie de là où tu es? Elle peut annoncer si ça descend ou si ça part à gauche ou à droite. Donc ça nous promoter la mise en place à 17h30. Et voilà, en espérant que ce soir ça paye. Sur le centre-ville, on a ce point qui est là, le Pugier, où ça trafique quotidiennement. Ça génère des sommes considérables, donc comme je vous dis, on n'a pas prétention à tarir ce trafic, mais bon, on essaiera au moins de mettre des petits coups d'épée. Le point de deal se trouve juste à côté du célèbre quartier du Panier, en plein cœur de la capitale provençale, dans une rue piétonne, un peu à l'écart. Tous les après-midi, un homme vend de la drogue et empoisonne la vie des riverains qui voient défiler des dizaines de clients sous leurs fenêtres. Pour s'approprier ce territoire, les délinquants n'ont pas hésité à se faire la guerre. Les impacts de balles témoignent des règlements de compte survenus quelques semaines auparavant. Pour interpeller le suspect, le GVP ne peut pas compter sur la vidéosurveillance. Les câbles de la caméra ont été brûlés par les dealers. Mais les policiers ont trouvé la parade. Ils planquent dans un appartement avec une vue imprenable sur la ruelle. Bon, je suis en place, pour l'instant il n'y a personne. C'est Caroline, ancienne policier de la BAC, qui va surveiller les va-et-vient. D'autres policiers du GVP se placent à proximité de la ruelle. En cas de vente, ils interpelleront les clients pour accumuler les preuves contre le dealer. Mais pour l'instant, la ruelle reste calme. En planque, ça peut durer une demi-heure si c'est rapide, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les policiers n'ont qu'un signalement assez vague du suspect. Alors Caroline observe les moindres faits et gestes de tous les passants. Au bout de 30 minutes, un individu attire son attention. Il y a un type qui est dans l'impasse et tout seul en attente. Mais fausse alerte, l'homme rebrousse chemin. Caroline reprend la surveillance. Et au bout de 2 heures, l'attente finit par payer. Un jeune homme avec un blouson rouge dissimule un sachet derrière des poubelles.
Patrick de Carreau. Un jeune avec une doudoune rouge et un jean qui est venu planquer derrière les containers poubelles qu'il y a juste au pied des escaliers. Il a bien planqué parce qu'il a regardé qu'il n'y avait personne autour de lui. Pourquoi ils planquent? Est-ce qu'ils gardent la marchandise sur eux et comment ça se passe? Non, alors ils planquent justement pour pas avoir de marchandises sur eux. Comme ça, s'ils sont pris avec une ou deux barrettes, ils peuvent dire que c'est pour leur consommation personnelle. Et quelques instants plus tard, plus de doute sur ce que l'homme a dissimulé dans la ruelle. Il vante une barrette de juste sous les yeux de Caroline. Il y a échange, il y a vente. Selon elle, le profil des trafiquants est souvent le même. C'est des jeunes, des mineurs, entre 13 et 16 ans, qui traînent là, qui vont plus à l'école, qui ont été virés de tous leurs collèges et centres de formation. Et comme ça rapporte plus de vendre quelques barrettes de ben, ils restent là. On les voit jamais avec des affaires d'école sur eux. Quelques minutes plus tard, deux jeunes femmes s'approchent du point de vente. Alors, il va peut-être y avoir une vente. Là, il y a deux filles qui attendent juste à côté des containers poubelles. Deux Européennes, brunes toutes les deux, cheveux longs, je dirais la vingtaine. Ouais, donc celui en rouge récupère le produit, il y a les deux filles avec lui. Le business du dealer est bien rodé. Il ne travaille jamais seul. Au coin de la rue, des guetteurs sont postés. En cas d'arrivée de la police, ils donnent l'alerte. Dans le jargon des délinquants, ce mot signifie danger et le vendeur doit quitter son poste au plus vite. Il y a les collègues en VTT. Dès que les policiers sont repartis, le dealer se remet en place et le trafic reprend. Celle qui a acheté, c'est celle qui a le t-shirt blanc et les baskets blanches. Et apparemment, elle a planqué dans son soutif. Ça descend en direction de la rue Colbert. Les deux policiers en civil se dirigent vers les deux jeunes filles pour les intercepter. Mademoiselle, c'est la police. Vous avez acheté une barrette il y a 5 minutes, vous avez caché dans le petit noir. Donc c'est que c'est vrai. Donc vous me la donnez s'il vous plaît. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous l'avez payé. Vous avez autre chose sur vous? Bien, voilà ce qui va se passer, ça va être rapide pour vous. Vous allez nous suivre au commissariat qui est à côté. On y va? Donc le type en rouge, là, il a replanqué son produit derrière les containers poubelles. Il est bientôt 19h et les policiers interpellent un second acheteur. Un témoignage supplémentaire qui prouvera l'implication de l'homme au blouson rouge dans le trafic. Les gens se suivent à la queue leu, le supermarché. À l'heure des sorties de bureau, le rythme des ventes s'accélère. En l'espace de 2 heures, près d'une vingtaine de clients viennent se fournir en vidéos, photos, témoignages. Les policiers du GVP, le groupe de voie publique, ont accumulé suffisamment de preuves. Ils décident d'intervenir. Ouais, c'est bien reçu. Nous, on est en place. En toute discrétion, ils encerclent la ruelle. Mais le trafiquant a plusieurs échappatoires possibles. Ils vont donc devoir agir vite. Les policiers lancent l'assaut. Sans même avoir eu le temps de réagir, les guetteurs et le dealer sont interpellés. Et voilà. Non, j'ai rien du tout. Voilà. Pour Patrick, qui a supervisé l'opération, même si le dealer a été arrêté, la mission n'est pas encore terminée. On a interpellé l'objectif, hein, donc on va aller voir à l'endroit où on a été signalé la cache du. On va voir si on récupère quelque chose. Essaye de trouver. Bon, parfait, on a eu 2 objectifs alors, c'est bon. On ne sait pas si sur la dernière vente, il n'a pas récupéré tout le produit, quoi. Patrick pense que le dealer a peut-être eu le temps de dissimuler le ou simplement écouler tout son stock. Il n'y a pas de produit, mais on a réussi à lever une vingtaine de ventes, donc ça correspond à peu près à ce qu'ils ont sur un rouleau, une vingtaine de barrettes de. Tout a été filmé, les acheteurs qu'on a récupérés auparavant l'ont reconnu sur photo, donc pour nous c'est une affaire qui est rondement menée.
Un petit trafic en plein cœur de Marseille, très lucratif pour les dealers. On estime que c'est à peu près 400 € de l'heure. Et ils peuvent rester de 18h jusqu'à minuit. Donc il suffit de faire le calcul. C'est des ventes qui peuvent rapporter entre 3 000 et 5 000 € par jour. Allez, c'est bon, on décolle. Allez. Dans quelques heures, Patrick va auditionner le jeune homme. En plus de ses aveux, le chef du GVP espère obtenir des informations sur les grossistes en qui alimentent le trafic. Le lendemain matin au commissariat central. Début de l'audition. Est-ce que tu reconnais ces 190 € comme étant la somme qui correspond au produit de la vente de la que tu as faite hier? Oui. Oui. Patrick égrène les preuves accablantes qu'il a recueillies la veille. Acculé, le jeune homme reconnaît très vite sa culpabilité. Je suis arrivé à 5h45 comme ça. J'ai acheté 100 € pour en gagner 100. Voilà. En gagner 100 comment? En vendant. En vendant. Ouais. On va résumer. Combien avez-vous eu de clients? Une vingtaine de clients. Et quand vous m'avez attrapé, j'avais tout vendu, je m'apprêtais à partir. Voilà. C'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Première victoire, Patrick a obtenu des aveux complets. Mais il en veut davantage, les noms de ceux qui dirigent le trafic. Je te dis comment ça marche. Il y a un mec qui te file le il te fait travailler la journée, d'accord? Et tu connais personne. Tu charbonnes pour quelqu'un, c'est sûr. C'est la vérité. C'est très bien, voilà. Tu peux jurer, je sais très bien que c'est pas la vérité. D'accord? Mais le dealer ne donnera aucune information. Pour une raison très simple, la peur des représailles contre lui ou ses proches. Qu'est-ce qu'on craint en donnant des informations sur un point de vente On craint de tuer, mon frère. Qu'est-ce que tu... Vous avez vu Marseille comme ça devient. Hein. Tu sors un an, c'est ta famille qui part en vrille. Hein. Faut mieux faire 6 mois de prison pour survivre. Ouais. Faire 6 mois, je sors et je dois rien à personne que à cause de moi, il y a mon frère ou un de ma famille qui meurt. Hein. À Marseille, c'est un peu la loi de l'omerta parce qu'il y a trop de risques liés à l'environnement de la personne qui trafique. Pour eux, c'est une fatalité. Ce soir-là où ils charbonnent, ils se font attraper. À cause de cette loi du silence, il est très compliqué pour les policiers de démanteler entièrement un réseau. Et malgré l'insistance de Patrick, le jeune dealer ne livrera aucun nom. L'après-midi même, il est jugé en comparution immédiate. Condamné à 6 mois de prison ferme, il sera incarcéré le jour même à la prison des Baumettes. Dans le centre-ville, petit à petit, la délinquance semble reculer. Mais dans les quartiers nord de Marseille, la bataille est encore loin d'être gagnée. Des dizaines de cités sont classées en ZSP, zone de sécurité prioritaire. Trafic, braquage, vols et recels en tout genre. Les faits divers se comptent par dizaines chaque jour. Alors pour agir avec plus de rapidité au cœur des cités, la police a reçu un renfort de poids depuis quelques mois. Une quarantaine de motards tout-terrain, tous également formés pour les interventions en milieu hostile. Il faut savoir agir vite et très fort, mais toujours en gardant son sang-froid. C'est justement l'une des qualités d'Alain, Laurent et Mathieu, qui font équipe depuis 3 mois. Ce soir, vous faites la division nord, hein. Vous avez tous les choufs qui circulent à scooter. Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est s'arracher. Donc faites gaffe quand vous intervenez sur les plans stup. Ils sont prêts à tout pour protéger le business. Hein. On est très mobile. On peut se faufiler dans les petites rues, les petits escaliers. On peut les monter, les descendre dans les endroits où les voitures ne peuvent pas aller. Donc on est assez complémentaires des collègues qui s'en vont en véhicule sérigraphié. Il est 14h. Alain et ses collègues entament leur patrouille. Et l'itinéraire n'est pas choisi au hasard. Nous, on s'axe plutôt sur le nord et on cherche tout ce qui est deux roues, recel, vol à l'arraché. On va dans les plus grosses cités sensibles. Tout ça nous permet de voir qu'il ne se passe pas des choses qui sont illégales. Aucune zone est une zone de non-droit. On ira de partout où il faudra aller. Aujourd'hui, les 3 motards ont ciblé ce que les policiers surnomment le triangle d'or des cités marseillaises. Une zone réputée dangereuse et surtout un vrai labyrinthe où les délinquants peuvent disparaître facilement. Mais grâce à leurs motos légères et ultra maniables, Alain et ses collègues peuvent se faufiler dans les zones les plus inaccessibles. Leur cible principale, les conducteurs de 2 roues sans casque. Il s'agit souvent de scooters volés, utilisés pour commettre des vols à l'arraché ou transporter du
Et le casque! Rien n'échappe aux motards de la CSI qui sont devenus la hantise des délinquants des quartiers nord. À cause de leur tenue noire et de leurs opérations éclairs, les jeunes des cités leur ont même donné un surnom. Et vous en pensez quoi de ce motard? C'est un pilote. Ça, c'est dans les quartiers, ça, comme dit ça. Ouais, faisais un petit habille-toi, non. Et ninja. Ninja, non. Normal. Le scooter du jeune homme n'est pas volé. Les motards repartent en mission, mais leur patrouille est interrompue par un appel radio. Alors écoutez, je vais vous solliciter pour un différent. Non loin de là, dans la cité de la Castellane, des policiers sont pris à partie par 2 individus à scooter. Les jeunes ont insulté les forces de l'ordre et provoqué un début d'émeute avant de prendre la fuite sur leurs 2 roues. En quelques secondes, Alain est sur place. T-shirt noir, t-shirt à manches longues noires comme les pilotes. On a une forte persuasion qu'il y a la bécane, un petit peu comme les chevaliers et leurs grands destriers. Ils ont un petit peu peur des motos, donc ils nous craignent un petit peu sur la cité, sur la région. On commence à se faire un petit nom. On va sur la place. Désormais en surnombre, les policiers entrent dans la cité à la recherche des 2 suspects de leur scooter. Et à moto, rien ne peut les arrêter. Tu l'avais vu? Tu l'as vu? Mais les jeunes de la cité ont déserté la place et aucune trace du scooter. On vient de tourner dans la cité, on n'a pas trouvé le scooter recherché. Mais c'est pas grave, on le verra plus tard parce que Marseille c'est un petit village et du coup je pense que plus tard dans la soirée on va le retrouver. Et Alain ne croit pas si bien dire. 5 minutes plus tard, alors qu'il contrôle un véhicule, un nouvel appel radio retentit. Le scooter qui leur a échappé quelques instants auparavant vient juste d'être repéré dans le secteur. Là, à droite! Les policiers partent en trombe et tombent nez à nez avec les fuyards. Alain et ses collègues rattrapent très vite le 2 roues et l'interceptent. Mais le temps que les policiers immobilisent le scooter, le passager prend la fuite. Tu fais la cavale? Non, je compte me garer maintenant. Tu comptes te garer, tu prends le chat pour des quoi? D'autres effectifs arrivent en renfort et se lancent à la recherche du passager. Vous avez vu quelqu'un courir? Aucune trace du jeune en fuite. Les policiers explorent alors toutes les cachettes possibles. Cimetière, parking et jardin. Mais rien n'y fait. Le passager reste introuvable. Dégage. Sur l'avenue où a eu lieu l'arrestation, des jeunes du quartier commencent à se regrouper. Et où là? Démission. Les policiers doivent faire au plus vite avant d'être encerclés. On va le changer. Allez, on va le chercher, on va vérifier le scoop. Allez, je rentre. Du côté t'es arrêté, tu crois pour un quoi. Tu as pris tout ça à gaz interdit et tout, sur le trottoir et tout, tu passes entre les voitures, tu as cassé 5 rétros, du côté t'es arrêté, écoute-moi, tais-toi. Hein? Vaut mieux que tu te taises maintenant, tu as compris? Du côté t'es arrêté quand tu étais encerclé par 3 motards bloqués entre les poteaux, du côté t'es arrêté. Hein? Pour Alain, il s'agit d'une demi-victoire. Le jeune qui s'est échappé était la cible la plus importante. Le passager, c'était l'auteur de l'outrage et de l'incitation à l'émeute sur la cité à la Castellane. Vu la circulation sur la rue Saint-Antoine, où c'est pratiquement l'anarchie, le 2 roues a pu se frayer le chemin et pas la voiture de police. Et on était dans le coin et voilà, par chance, on a pu attraper le conducteur, mais le passager est parti en courant. Mais la frustration d'Alain va vite s'envoler. Alors arrivé au commissariat avec le conducteur du scooter, une autre équipe ramène le 2e fuyard qui vient d'être arrêté. Pour refus d'obtempérer, conduite sans casque et outrage à agent, les 2 jeunes risquent jusqu'à 6 mois de prison. Ils auront droit finalement à un simple rappel à la loi. Alain et ses collègues repartent en mission. Dans leur chasse aux 2 roues suspects, les policiers contrôlent presque systématiquement certains modèles, comme les motos hypersport, qui sont les plus volées par les jeunes des cités. Bonjour. Contrôle de police, monsieur. Présentez-moi un permis de conduire, une carte grise.
C'est votre moto? Ouais, c'est Un ami? Les cités aiment bien ces petites motos sportives, ça avance, ça peut semer la police. Ces motos-là, c'est un peu la bête noire des motards en général, parce que du moment qu'ils prennent l'autoroute, on n'arrive plus après les rattraper. Cette fois-ci, RAS, la moto est en règle. C'est négatif, négatif. Parfaitement reçu, merci. Allez, monsieur, allez-y. Au revoir. Mais quelques instants plus tard, juste devant eux, une autre moto sportive grille un feu à vive allure, en plein centre-ville. Et à la vue des policiers, le chauffard prend la fuite. Alain et ses collègues le prennent immédiatement en chasse et transmettent l'information par radio pour que d'autres policiers se dirigent sur le secteur. Au bout de la rue, une voiture de la BAC se place en travers de la route pour stopper le fuyard. Mais l'homme parvient à forcer le barrage. Élancé à plus de 100 km/h en pleine ville, le fuyard se dirige vers l'autoroute pour tenter de semer les policiers. Alain pousse sa moto dans ses derniers retranchements. À plus de 210 km/h, les policiers parviennent à garder le fuyard en ligne de mire. Le chauffard prend tous les risques. Il n'hésite pas à doubler par la droite. Sa moto est une bombe roulante qui pourrait coûter la vie à d'autres conducteurs. Alain ne le lâche pas d'une semelle, mais sa moto n'est pas assez puissante pour rivaliser avec cette grosse cylindrée. Une fois l'autoroute fluide, le fuyard accélère encore et disparaît à plus de 230 km/h. Il a roulé. Et il l'a perdu à un moment donné. La ligne droite, il m'a dit adieu verte. Autant qu'à tel virage, ça va, mais après... Là-bas, une fois qu'il a pris, il a continué tout droit. Il a continué tout droit. Il a pris la première. Là, il a pris à droite, c'est mienne. Et après, sur la voie rapide. Et tout droit sur la voie rapide. On a vu, à 2,20, 2,30, il est à fond. Oui, j'étais à 2,14. Non, mais il nous a pas mis fort, hein. Non, j'étais à 214. Et quand on n'arrive pas à attraper l'individu, on ressent une certaine frustration, mais bon, je veux dire, c'est le jeu du chien à la souris, donc un jour on gagne, un jour on perd. Alain et ses collègues ne se découragent pas pour autant. Ils retournent aussitôt dans les quartiers nord pour traquer les délinquants. Mais dans les zones les plus sensibles, les motards ne sont pas toujours suffisants. Pour tenir certaines cités particulièrement dangereuses, la police investit les lieux en nombre. Depuis peu, 200 CRS ont même été envoyés en renfort. Pour les délinquants des quartiers nord, c'est une provocation. Alors ils n'hésitent pas à s'en prendre aux forces de l'ordre. Kevin, Julien et Olivier, policiers à la BST, la brigade spécialisée de terrain, sont en première ligne dans cette lutte contre la délinquance. Kevin vient de recevoir une alerte. Là, on part sur un refus d'obtempérer qu'ont subi les CRS sur la cité du Plandaou. C'est juste à côté, là. Dans la cité du Plandaou, 2 individus à bord d'une voiture ont foncé dans un barrage de CRS, sans raison apparente. Les fuyards ont percuté le trottoir et éclaté un pneu. Le chauffeur a été interpellé sur le champ. Il était tout seul. Il y en a un qui est parti, il y en a un qui est parti. Le passager a réussi à prendre la fuite. Kevin et ses collègues se lancent à sa poursuite. Le fuyard tente de s'échapper en passant par les toits. Les policiers encerclent le bâtiment. Ici, descends ici. Pris au piège, le jeune homme finit par se rendre. C'est bon. Le deuxième, ils l'ont, hein. Ils l'ont ? Ils l'ont, le deuxième. Donc, 2 individus interpellés qui ont essayé de foncer sur les CRS pour forcer le contrôle et je ne sais pas encore bien les circonstances, peut-être pour les percuter aussi. Les 2 jeunes ne donneront aucune explication quant à leur délit de fuite. Il s'agissait apparemment d'une agression gratuite contre les forces de l'ordre. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison pour violence sur des agents de police. Tous 2 vivent dans la cité du Plandaou, une cité dans laquelle les interventions de la BST se multiplient depuis quelques semaines. Un des points de fixation de la délinquance, l'installation d'un trafic de drogue dans un des HLM de la cité.
D'après les policiers, la marchandise serait stockée dans ce parking, puis vendue aux clients au pied du bâtiment. Les guetteurs sont postés tout autour de l'immeuble et des scooters rôdent pour prévenir l'arrivée des policiers. Il est très difficile pour la BST de s'approcher sans être repéré. D'autant plus que les dealers ont soigneusement noté toutes les plaques d'immatriculation des voitures banalisées de la police. Une des portes d'entrée a été bloquée avec une barre en fer. Les policiers surveillent ce point de vente depuis 2 semaines. L'immeuble est devenu la place forte du deal dans la cité. Une forteresse que Kevin et ses hommes ont décidé de prendre d'assaut. 3 jours avant cette opération, tôt un matin, la cité dort encore. Notre journaliste réussit à s'introduire dans le garage où aurait lieu le deal. Pour comprendre comment s'organisent les trafiquants de nous avons installé discrètement une caméra dans le plafond. Sur ces images, récupérées après l'intervention des policiers, chaque jeune semble avoir un rôle bien précis. Cet homme en bleu serait le chef du point de vente. Posté dans le parking, c'est lui qui détient la marchandise cachée dans sa sacoche. Les ventes sont réalisées par l'homme à la casquette blanche qui enchaîne les va-et-vient pour servir les clients. D'après nos images, en moyenne, les dealers font une vente toutes les 4 minutes. Une cadence ahurissante, tout autant que les bénéfices des trafiquants au bout de seulement 1 heure. À ce rythme, la tête de réseau empocherait environ 5 000 € par jour. C'est le jour J pour Kevin, Julien et Olivier. Ils se préparent à mener l'opération coup de poing pour appréhender le dealer. Les 3 policiers de la BST pénètrent à toute allure dans la cité et s'engouffrent dans la cage d'escalier menant au sous-sol. Mais à leur arrivée, le garage est désert. Pas la moindre trace des 2 hommes. Les policiers fouillent les lieux à la recherche de produits stupéfiants. Sans succès. Kevin sait que si la mission a échoué, c'est sûrement parce que les policiers ont été repérés. Dès qu'on rentre, on est annoncé par les traditionnels haras, les cris, tout ça, des choufs. Et le temps d'arriver sur le point de deal, le charbonneur a le temps de partir. Donc à chaque fois, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on surveille, il faut qu'on essaye de trouver tous les moyens qu'on peut pour essayer de s'approcher au plus du point de deal et d'intercepter le charbonneur. Retour au QG de la BST. Kevin et ses collègues veulent tenter leur chance à nouveau. On se met au rond-point à total. Donc ce qu'on va faire, c'est de pénétrer dans les cités, laisser des gars embusqués dans des endroits stratégiques de la cité, 4 dans le bus qui vont arriver sur le point de deal, 4 qui descendent. On court jusqu'au Porsche, on bloque le Porsche, les voitures elles vont sur, on va rester en contact téléphonique. Ils vont pas s'attendre à nous voir et ça va leur donner un temps de retard et nous ça nous avantage. Pour éviter que les dealers aient le temps de prendre la fuite, les policiers décident de changer de stratégie. Ils mettent en place un véritable stratagème en 3 temps. D'abord, une première équipe simule une fausse intervention dans la cité. On va être bon là. Le but est de profiter de l'absence des trafiquants pour cacher des hommes de la BST dans les combles de l'immeuble. Ils prendront le dealer en tenaille lors de la dernière phase de l'opération. Un peu plus loin, une seconde équipe de la BST patiente à un arrêt de bus. À l'entrée de Simon. C'est la 2e étape de l'opération. Pour entrer dans la cité sans être repérés, Kevin et ses collègues troquent leur voiture pour les transports en commun. Je vais vous dire de vous arrêter. Ouais. On va descendre dans le plan d'eau. Les voyageurs semblent ne pas vraiment comprendre ce qui se prépare. On se baisse ici. Dernière étape du stratagème. Au même moment, de l'autre côté, une 3e équipe, cette fois-ci bien repérable, lance l'assaut dans le parking pour faire fuir le dealer dans les étages. Kevin et ses collègues se jettent dans le hall de l'immeuble, pendant que les policiers cachés dans les combles dévalent les escaliers. Et cette fois-ci, le trafiquant pris en tenaille ne leur échappera pas. Il est pris avec sa sacoche, sans doute remplie de stupéfiants.
Les policiers doivent maintenant quitter les lieux au plus vite, avant que d'autres jeunes ne s'attroupent en trop grand nombre. Barrez-vous maintenant. Merci la police. Allez, Bien joué les gars. on décroche, on décroche. Sur le chemin du retour, Kevin et ses collègues savourent leur victoire. Après des essais échoués, on y arrive avec de la persévérance. Et là, l'individu a été pris sur le fait en tenaille avec une sacoche autour du cou, porteur d'une grosse quantité de stupéfiants. Le jeune homme interpellé commence à réaliser la gravité des faits. Il tente d'amadouer les policiers. Je suis venu pour m'installer dans le sud, je cherche du travail, j'ai pas trouvé de travail et franchement je vous mens pas, j'ai commencé là aujourd'hui. J'ai besoin d'argent. Qui c'est qui t'a fait venir là? Je suis tout seul. Les explications du dealer semblent peu crédibles. Kevin n'apprécie pas qu'il se moque ainsi des policiers. Nous, on va présenter l'affaire à l'officier de police judiciaire. On va dire que tu es un gros tu veux rien dire. Et eux, ils vont te tirer les verres du nez, ils vont te garder au maximum, ils vont te faire manger au maximum. Le jeune trafiquant est emmené en garde à vue. Ça embaume. Ça sent un peu la On enlève le bob parce qu'on rentre dans un commissariat. Pas de souci. Au commissariat, l'inventaire débute. Plusieurs sachets et une dizaine de savonnettes de... Ouais, il y a pratiquement 1 kilo, c'est déjà une bonne prise quoi. C'est déjà une bonne prise. Surtout dans une sacoche comme ça, le mec qui vont la voler comme ça, c'est déjà pas mal. Ouais, il y a pratiquement 1 kilo, ça fait à peu près 4 000 € de perte de produits. Malgré ce succès, Kevin et ses collègues savent bien qu'ils n'ont gagné qu'une bataille dans la guerre qui les oppose aux trafiquants. Dans les cités comme ça, pour interpeller les charbonneurs, c'est un travail de très longue haleine. On est en tenue, à chaque fois qu'on en interpelle un, il change de technique, il se perfectionne. Donc nous, il faut qu'on soit inventif. Il faut ruser, il faut être malicieux, il faut arriver à se planquer, à observer. On est quand même en tenue, c'est très difficile. On a produit un travail de longue haleine, on a essayé, et à la fin, on arrive quand même à interpeller l'individu, lui passer les menottes. Et ça, c'est une fierté. Le dealer sera puni de 6 mois de prison ferme. Et à sa sortie, il devra rembourser à son chef les 4 000 € qu'il lui a fait perdre. Sous peine d'être le prochain sur la liste des règlements de compte à Marseille. Mais le trafic de drogue n'est pas la seule composante de l'économie souterraine marseillaise. Une des spécialités de la cité phocéenne, ce sont les cigarettes de contrebande. Dans le centre-ville, au commissariat central, Patrick, le chef du GVP, le groupe de voie publique, enquête depuis quelques jours sur des revendeurs à la sauvette qui écoulent des cigarettes clandestines. On le sert. Lutter contre ce business illégal est une des missions des policiers du GVP. Le trafic démarre à quelques encablures du centre de Marseille, dans le port passager de la ville. Avec 2,5 millions de voyageurs par an, c'est le plus important de France. Beaucoup de ces ferries arrivent d'Afrique du Nord. Là-bas, le paquet de cigarettes s'achète 1,20 € contre 6 € en moyenne en France. Avec une telle différence de prix, la contrebande est très tentante. Certains passagers, surtout des membres d'équipage, reviennent parfois avec des sacs remplis de cartouches pour les revendre ensuite sur les marchés. Ainsi, à Marseille, un paquet sur 5 serait issu du trafic. Une concurrence déloyale pour les buralistes. Et à l'échelle nationale, un manque à gagner de plus de 2 milliards d'euros par an pour l'État, qui ne touche aucune taxe sur ces cigarettes clandestines. Patrick se rend régulièrement sur le port. Il a analysé méticuleusement le petit manège des trafiquants de cigarettes. C'est ici où tout démarre. Les marins, ils arrivent chargés de plusieurs centaines de cartouches de cigarettes pour se faire quelques dizaines d'euros de bénéfices et qui vont revendre directement au marché. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce sont des cigarettes de mauvaise qualité. Bon, déjà, les cigarettes légales sont assez toxiques, mais les cigarettes de contrebande le sont d'autant plus. Ces cigarettes fabriquées sans aucun contrôle contiennent notamment plus de nicotine et de goudron. Une fois débarquées sur le port de Marseille, les cigarettes suivent un itinéraire bien précis. Alors là, on va se rendre dans le cœur de Marseille, le quartier commercial, où sont acheminées les cigarettes venant donc des bateaux et sont revendues au détail. C'est ici
à 2 pas de la célèbre Canebière sur le marché de Noailles, que le tabac de contrebande termine sa route. Donc là, ici, c'est un lieu stratégique de vente de cigarettes. Donc tu peux voir, voilà, souvent ils sont dissimulés, les cartouches sont cachées à proximité. Donc tu vois qu'il y a plusieurs paquets de cigarettes. Hein. Un peu plus loin, un petit revendeur attend le client au coin de la rue. Et c'est comme ça toute la journée avec des dizaines de vendeurs. Hein. Le contrebande de cigarettes, ça amène des sommes énormes qui servent également ensuite à acheter des bijoux volés, des téléphones volés qui sont rapatriés dans des pays extérieurs à la France. Et donc d'un simple paquet de cigarettes, en fait, ça peut engendrer des arracheurs de colliers et du trafic de drogue. Sur ce petit marché du centre-ville, les vendeurs à la sauvette sont très prudents. Les policiers du GVP se font souvent repérer avant de pouvoir intervenir. Alors pour identifier les trafiquants en toute discrétion, Patrick et ses hommes utilisent les caméras de surveillance à proximité. Pour ça, ils doivent se rendre au tout nouveau centre de supervision urbain, le CSU. C'est dans ce QG ultramoderne que sont centralisées les images des 340 caméras de surveillance de la ville. Caroline Posementier, adjointe à la sécurité de Marseille, est fière de nous présenter ce nouveau service qu'elle a créé il y a 1 an. On arrive à bien évaluer cette... Nous avons investi près de 9 millions d'euros dans un outil qui est la vidéoprotection. C'est 340 caméras pour Marseille. Ça contribue effectivement à mieux lutter contre la délinquance. Et nous envisageons de lancer de nouveaux marchés très prochainement afin de doter Marseille de près de 1000 caméras. Nous voulons que la sécurité, la tranquillité publique soient assurées dans tous nos quartiers. Les caméras quadrillent la ville 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rien n'échappe aux policiers du CSU. Comme sur ces images filmées il y a quelques jours, où un individu, une arme dans chaque main, s'apprête à commettre un braquage. Grâce à ce système, l'homme a été interpellé avant qu'il ne passe à l'acte. De nombreux crimes et délits sont évités de cette façon. Aujourd'hui, Anthony, policier au GVP, est venu surveiller et identifier les vendeurs de cigarettes de contrebande sur le marché de Noailles. On va tirer une transaction en cours. Qu'est-ce qu'il lui vend? Parce que là, il y en a des billets là. L'autre, il se retourne comme un avion. Cartouche. Hop, il vient de lui vendre des cartouches. Voilà, c'est un grossiste. C'est un marin. C'est un marin. Le petit revendeur sortit la liasse de billets qu'il avait sur lui, là, qui provenait de la vente des cigarettes. Et il lui a remis une somme d'argent. Donc on peut penser que, en fait, le petit revendeur, si tu veux, serait peut-être salarié de notre individu. À l'autre bout de la ville, au commissariat central, Patrick reçoit les informations d'Anthony en temps réel et réunit rapidement assez d'éléments pour tenter de prendre les vendeurs en flagrant délit, même s'il ne s'agit pas de la cible principale. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir les grossistes et les têtes de réseau. Hein. Néanmoins, pour pouvoir les avoir, il faut d'abord commencer avec les vendeurs. En récoltant plusieurs informations, on arrive à remonter, à avoir des noms, à avoir des visages et ensuite remonter de plus en plus haut dans le trafic. Les policiers du GVP savent qu'ils risquent d'être vite repérés par les revendeurs. Alors ils se griment pour être le plus discret possible. Le but, c'est vraiment de se fondre dans la masse, tu vois, pour arriver le plus près possible de nos objectifs. Grâce à la vidéosurveillance, Patrick sait que les trafiquants sont postés à un carrefour du marché de Noailles. Les policiers vont se scinder en 2 groupes pour les prendre en tenaille. Donc on va faire Anthony et Arnaud qui vont rentrer par la rue Longue. En premier, qui vont aller à l'interpellation. Dès qu'ils vont voir que c'est interpelle, nous on va rester à l'angle. Moi, Yann, on va arriver par le haut. Bon, les vendeurs, je pense qu'ils ne vont pas bouger, donc vous les interpellerez sans problème. Si vraiment il y a besoin d'effectifs supplémentaires, on appellera du renfort. OK? En toute discrétion, la première équipe du GVP s'engouffre dans les ruelles du marché et intercepte les vendeurs avant même qu'ils n'aient eu le temps de réagir. Les 2 hommes sont immédiatement menottés. Patrick, lui, cherche leurs marchandises. Voilà, il n'y a rien. Ouais, c'est bon. Le butin est maigre, seulement 2 cartouches, mais pour Patrick, il ne s'agit que d'un début. On a récupéré les 2 vendeurs qu'on avait déjà remarqués sur la vidéosurveillance.
On a récupéré les cartouches de cigarettes. Et ensuite, l'objectif, c'est de remonter le trafic un peu plus haut. Et l'enquête porte rapidement ses fruits. Dès le lendemain, ils parviennent à identifier l'une des têtes du réseau. On a peut-être localisé le grossiste qui fournit en fait tous les petits vendeurs, tous les petits revendeurs qu'on a fait dans le secteur de Noailles. Donc il serait dans le secteur de la Porte d'Aix. Pour éviter que le grossiste qui alimente le trafic ne leur échappe, le GVP décide d'intervenir le jour même. Ils ont obtenu les clés d'un appartement avec une vue imprenable sur l'immeuble où serait basé le grossiste. Pour éviter de se faire trop remarquer, l'homme effectuerait les ventes à l'intérieur, dans le hall d'entrée. Oh, ouais, 2 paquets. Les clients s'enchaînent, mais impossible d'apercevoir le grossiste. Attends, je suis pas sûr. Les policiers veulent un contact visuel avant de lancer l'interpellation. Alors soit il a un appart ou un local où il planque beaucoup de cartouches, c'est ce qu'on pense, et il doit ramener quelques paquets dans le hall d'immeuble pour que ça aille plus vite, mais je pense que quand il y a des grosses commandes, il doit monter ou chez lui ou dans un local fermé pour récupérer les cartouches entières. Au bout de 3 heures de planque, un homme sort enfin de l'immeuble. Il correspond à la description du suspect. Ouais, ça y est, il vient de sortir. C'est celui qui vient de sortir là. Aussitôt, Caroline envoie les infos à ses collègues, Yann et Christophe, postés en contrebas. Donc le vendeur, il a une casquette marron, des tongs en plastique blanche, il est habillé tout en bleu. Ouais, c'est reçu. Yann et Christophe veulent intercepter l'individu avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans le hall d'immeuble. Un œil sur la photo du grossiste présumé, les policiers du GVP s'engagent dans les ruelles du quartier. Là, il est en face de nous. Il est en Salut. face de nous. Ça va? Attends. Bonjour monsieur, excusez-moi. Mettez les mains contre le mur. Le suspect se laisse arrêter sans résistance. Yann et Christophe le ramènent sur le point de vente pour tenter de trouver l'endroit où il stocke les cigarettes de contrebande. Oui, on sait que tu vends des cigarettes, ça on le sait que tu vends des cigarettes. Ça, on n'est pas venu pour rien. Bon, je vais t'enlever tes lunettes parce que là... Tiens. Merci. Donc ces clés, c'est les clés de ton domicile? Ouais. Ouais? Il n'y a pas les clés d'ici? Non. Non, sûr? Les policiers trouvent un trousseau de clés dans les affaires du suspect. Mais ce dernier déclare ne pas habiter dans l'immeuble. Patrick, lui, est plutôt persuadé du contraire. On a un trousseau de clés, on pense que quand même il a un appartement dans lequel il stockerait les cigarettes. Donc on essaie de découvrir quelle porte pourrait correspondre au lieu de stockage des cigarettes. Est-ce que vous savez où il habite ce monsieur, s'il vous plaît? Il habite en haut, là. Il habite en haut? Lui? Il habite en haut? Allez, t'as dessus? C'est pas bien. Ma parole. Aussitôt, les policiers perquisitionnent l'appartement du grossiste présumé. Les preuves semblent accablantes. Les restes de plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes clandestines jonchent le sol. La marchandise est principalement dissimulée dans des boîtes à chaussures. Retour au commissariat central, dans les bureaux du groupe de voie publique pour détailler la saisie. En tout, plus d'une trentaine de cartouches de contrebande. Patrick espérait mettre la main sur une plus grosse quantité, mais le stock a probablement déjà été écoulé pendant les quelques jours précédant l'opération. Ça va pas? Asseyez-vous. Au moment d'être interrogé, le suspect fait soudain un malaise. Il est malade. Oh, Il est malade pour l'audition et pour la procédure, mais pour vendre et pour se cacher, pour vite aller te cacher dans l'appart. Voilà, le chef, c'est bon. Ah, il n'y a rien sur toi? Il n'y a rien sur moi, c'est un paquet, c'est tout. Et tu t'imagines que parce que tu n'as rien sur toi, c'est pas toi? L'homme tente de minimiser les faits, mais il sera tout de même convoqué chez le juge. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et une amende proportionnelle au nombre de paquets retrouvés chez lui, soit plus de 2 000 €. Depuis la mise en place des nouvelles unités dans le centre-ville de Marseille, le GVP, la brigade VTT, sans oublier la BST dans les quartiers nord, les policiers ont réalisé plus de 2000 interpellations et saisi plusieurs centaines de kilos de drogue.